La nuit où la ville s'est noyée sous la pluie, la vie de Charles Duval a changé pour toujours. La tempête frappait Paris depuis des heures. Et à l'intérieur de son hôtel particulier dans le 16e arrondissement, le magnat de la technologie milliardaire était encore éveillé, entouré d'écrans bleus et de silence. Il ne croyait pas au miracle, seulement aux chiffres. Mais c'était avant ce toc-doux d'abord, puis désespéré résonnant, dans les vastes couloirs en parquet et moulure d'un homme qui pensait avoir tout. Lorsqu'il ouvrit la porte, ce qu'il trouva n'était ni un contrat, ni un mendiant. C'était un enfant pas plus grand que son bureau, tenant un morceau de papier trempé et murmurant des mots qui allaient le hanter. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un travail. Il faut que j'achète du lait pour mon frère. Si vous pensez avoir entendu toutes les histoires des histoires de bonté et de rédemption, restez avec celle-ci car ce qui se passe ensuite remettra en question tout ce que vous croyez sur le pouvoir, l'argent et l'amour. Que feriez-vous si c'était votre porte? » Elle frappa. Charles resta figé. Elle n'avait pas plus de 9 ans, maigre et pâle, son petit visage à moitié caché sous une capuche, l'eau dégoulinant sur le parquet en bois foncé. Le papier qu'elle tenait tremblait dans ses mains, son encre se transformant en rivière bleue désordonnée. Il faillit refermer la porte, pensant à une mauvaise plaisanterie. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un calme trop calme, pour une enfant qui le fit s'arrêter. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'inutilisation. Elle leva le menton, croisant son regard sans peur. « J'ai besoin d'un travail, » répéta-t-elle. « Mon frère a faim. Nous n'avons plus de lait. » Le majordome de Charles fit un pas en avant prêt à l'escorter dehors, mais Charles leva la main. « Attends. » Il s'agenouilla légèrement pour se mettre à son niveau. « Où est ta mère? »« Elle est partie, » répondit simplement la fillette. « Il n'y a que moi et Evan. Il n'a que 2 ans. » Ces mots frappèrent comme un coup au cœur. Il aurait dû ressentir de la pitié, mais ce qu'il ressentit fut de la reconnaissance. Ce même vide qu'il avait enfoui pendant des années. Sophie, sa fille, avait eu 7 ans lorsqu'elle est morte. Même âge, même cheveux bruns qui collaient autrefois à ses joues après une tempête comme celle-ci. « Comment tu t'appelles, Léa ?» Le nom resta suspendu dans l'air petit mais fort. Ses lèvres tremblaient maintenant, mais elle refusait de pleurer. Elle redressa les épaules, comme quelqu'un qui a déjà appris que le monde n'écoute pas, à moins que l'on crie un peu. Il voulut lui dire de rentrer chez elle, que la vie ne fonctionnait pas ainsi. Mais quelque chose, à l'intérieur de lui, quelque chose de mort depuis longtemps, lui murmura le contraire. « Tu es venu jusqu'ici par ce temps. »« Oui, monsieur, » dit-elle. « J'ai vu votre nom sur le bâtiment du centre-ville. Les gens disent que vous pouvez tout arranger. » Cette phrase le transperça plus profondément qu'elle ne pouvait le savoir. Arranger tout. Il pouvait construire des satellites, conclure des contrats de milliards, restructurer des multinationales, mais il n'avait pas pu réparer la seule chose qui comptait. Sa femme était partie après la mort de leur fille, emportant la lumière avec elle. Pendant des années, sa maison n'avait été que bois-pierre et écho. La pluie s'intensifia, martelant les fenêtres. Léa vacilla légèrement sur ses pieds. Sans y réfléchir davantage, Charles s'écarta. « Entre !» La chaleur de la maison la frappa immédiatement et elle laissa échapper un petit souffle, ses doigts se réchauffant. Le majordome parut alarmé, mais Charles l'ignora. Il prit le papier mouillé de ses mains. C'était la tentative d'un enfant pour rédiger un CV, des lignes écrites au crayon irrégulier. « Je sais nettoyer, je peux aider, je ne pleure pas, j'apprends vite. » Un cœur mal dessiné était tracé dans un coin. Charles sentit sa gorge se nouer. « Qui a écrit ça? »« Moi, » dit-elle fièrement. « Evan ne sait pas encore écrire. » Il tenta de cacher un sourire. « Impressionnant. Puis-je commencer demain? » demanda-t-elle avec tant d'assurance que cela brisa quelque chose en lui. Il fit un geste vers le salon. « Assieds-toi et tu es Léa. » Elle hésita
avant de se percher sur le bord d'un canapé en cuir assez grand pour l'engloutir. Ses chaussures écrasèrent l'eau sur le tapis. Elle ne semblait pas le remarquer. « Où habites-tu » demanda-t-il. « Derrière la laverie automatique, près de la rue de Passy. C'est chaud quand les machines suaires sont en marche. Et ton frère avec une amie. » Il lui dit qu'il reviendrait tout de suite. Les secondes s'écoulèrent dans un silence pesant. Charles la regardait, cette petite créature fragile et déterminée, et quelque chose en lui changea. Il lui versa lui-même une tasse de chocolat chaud, ignorant le regard stupéfait de son personnel. Elle la prit à deux mains, murmurant un merci si doux qu'il faillit disparaître sous la tempête. Lorsqu'elle but, il remarqua ses doigts, articulations meurtries, petites coupures, preuve de survie, non de l'enfance. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « Presque 10 ans. » Les enfants de 10 ans devraient être au lit, pas à demander du travail. Elle leva les yeux sans cligner. Les enfants de 10 ans ne choisissent pas une bas quand leur frère a faim. Ce silence était plus lourd que n'importe quelle réunion de conseil à laquelle il avait assisté. Enfin Charles se renversa. En arrière, expirant lentement. « Tu n'es pas en difficulté, Léa. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es venue ici. Il y a d'autres endroits. » « Personne n'écoute, » interrompit-elle. « Mais eux, ils t'écoutent. » C'était une phrase si innocente, mais elle tombait comme une confession. Pendant des années, les gens l'avaient écouté, investisseur, politicien, journaliste, mais jamais pour quelque chose qui comptait vraiment. Elle termina son chocolat chaud, posant la tasse avec précaution sur un sous-verre comme si elle avait peur de la casser. « Je peux travailler gratuitement » dit-elle doucement. « Juste jusqu'à ce qu'Evan aille mieux. » Il secoua la tête, non par refus, mais par incrédulité. « Tu me rappelles quelqu'un que je connaissais. Elle était pauvre, elle aussi. » Il esquissa un faible sourire. « Non, mais elle était courageuse comme toi. » Les lumières vacillèrent, alors que le tonnerre grondait au-dessus. Dehors, le monde semblait lointain, étouffé par la tempête. Charles réalisa combien tout cela était absurde, un milliardaire, et une enfant pieds nus partageant du chocolat chaud à minuit. Et pourtant, cela semblait plus réel que tout ce qu'il avait vécu dernièrement. Il la regarda encore une fois vraiment et vit non pas un problème à résoudre, mais une étincelle de but qu'il avait longtemps oubliée. « Léa, » dit-il doucement, « je ne peux pas te promettre un travail ce soir. Mais je peux te promettre ceci, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour le lait. » Ses lèvres s'écartèrent incrédules. « Vraiment, vraiment, » dit-il en la guidant vers la chambre d'amis pour qu'elle se repose. La foudre éclata à nouveau, et pendant une brève seconde, il la vit se retourner vers lui avec un petit sourire incertain du genre qu'il faisait se demander si le destin frappait parfois une seule fois. Et c'est à nous d'ouvrir la porte. Ce que Charles ne savait pas encore, c'est que cette porte ne sauverait pas seulement Léa, elle le sauverait lui aussi. La lumière du matin inondait les immenses fenêtres de l'hôtel particulier de Charles Duval, traversant le parquet comme de fins fils d'or. La tempête était passée, mais son fantôme persistait. Le faible goutte-à-goutte des eaux des toits, l'odeur de terre humide et la respiration douce et irrégulière d'une enfant endormie sur le canapé en velours. Léa s'était recroquevillée dans un coin, serrant toujours son sac à dos, comme s'il contenait tout son monde. Charles resta à distance, ne sachant que faire de cette scène. Cela faisait des années que personne n'en avait dormi sous ce toit, sans être payé pour y être. Il se dit que ce n'était qu'une nuit temporaire, c'est tout. Lorsqu'elle remua et murmura « C'est déjà le matin », quelque chose se serra dans sa poitrine. Il hocha la tête, lui faisant signe de le suivre jusqu'à la cuisine. Le personnel regarda stupéfait alors que leur patron versait lui-même des céréales dans un bol. « Tu aimes les fraises ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Elle cligna des yeux à cette question. « Je n'en ai jamais mangé. » Cette réponse le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il fit glisser le bol vers elle et s'assit en face.
Pendant un moment, le silence entre eux était fragile, comme du verre sur le point de se fissurer. « Léa, dit-il, tu as parlé de ton frère Evan, n'est-ce pas? Où est-il maintenant? » Elle avala sa petite voix. « Toujours avec Madame Dubois. Elle habite près de la laverie automatique. Elle est gentille mais vieille. Parfois, elle oublie de fermer la porte et j'ai peur quand je dois le laisser. » Charles se pencha. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? »« Depuis que maman est tombée malade, » dit-elle simplement. Elle faisait le ménage chez les gens, mais ensuite elle ne pouvait plus beaucoup marcher. Après qu'elle ne s'est pas réveillée, j'ai essayé de nous garder ensemble. Il n'interrompit pas. Elle ne cherchait pas de sympathie. Elle énonçait simplement les faits. Une vérité brute qui ne laissait pas de place aux larmes. J'ai vendu certaines de ses affaires. Evan avait besoin de nourriture. Parfois, je trouvais des conserves derrière les magasins. « Ce n'est pas correct, » dit doucement Charles, fixant Léa avec incrédulité. Elle leva les yeux rencontrant son regard. C'est mieux que d'avoir faim. Pour un homme qui avait construit sa vie sur la logique et le contrôle. Ces mots portaient une sagesse brutale à laquelle il ne pouvait répondre. Il voulut lui dire qu'aucun enfant ne devrait avoir à dire de telles choses, mais à quoi bon les mots? Alors il ne dit rien, se contentant de la regarder manger lentement et poliment, comme si elle ne voulait pas prendre trop. Plus tard ce matin-là, tandis qu'elle explorait la maison, Léa s'arrêta devant une photographie encadrée dans le couloir. C'était l'image d'une fille souriante, aux longs cheveux blonds, le bras entourant un Golden Retriever. « Elle est jolie, » dit Léa. « C'est ta fille. » Charles se figea. Était-il doucement corrigé? Son nom était Sophie. Léa se tourna vers lui. Elle a l'air heureuse. Elle l'était. Sa voix se brisa un peu jusqu'à l'accident. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Il ne l'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Même ses amis les plus proches avaient appris à ne jamais mentionner son nom. Léa ne demanda pas de détails. Elle se contenta de hocher la tête. Et après un instant, elle dit « Je pense qu'elle aimerait que tu aides Evan et moi. » Cette seule phrase le frappa plus fort que n'importe quel éloge funèbre. Il avait passé des années à construire des murs de verre et d'acier, convaincu qu'il le protégerait de tout sentiment. Mais cette fille, cette petite étrangère déterminée, avait traversé tous ces murs. Ce soir-là, Charles conduisit Léa jusqu'à la laverie automatique pour récupérer son frère. Le quartier était un monde, à part très différent de ses propres rues ciselées, des enseignes au néon et de l'odeur de friture mêlée à la pluie. Léa le guida jusqu'à une ruelle sombre derrière le bâtiment où une vieille femme était assise près d'un chauffage improvisé avec une boîte de café. À côté d'elle, enveloppée dans une couverture mince, se trouvait Evan, minuscule, somnolent, les boucles collées sur son front par l'humidité. Lorsque Léa se pencha à côté de lui, le garçon tendit la main et agrippa sa manche. La poitrine de Charles se serra à nouveau. Il s'agenouilla, observant le petit visage de l'enfant. « Bonjour, Evan, » dit-il doucement. Le garçon cligna des yeux, encore somnolent, et esquissa un sourire si innocent que cela en faisait presque mal de le voir. Madame Dubois expliqua d'une voix tremblante que Léa venait et repartait depuis des semaines, effectuant de petits travaux pour quelques pièces, échange en corvée contre nourriture. « Petite fille futée », dit-elle en tapotant la tête de Léa. « Mais elle ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. » Charles resta silencieux, la pluie dégoulinant de son manteau, les lumières de la ville se reflétant dans les flaques. Il vit son propre reflet sur le pavé mouillé, un homme qui avait cru avoir vu le pire de la perte, réalisant maintenant qu'il ne s'était observé que lui-même. « Préparez leurs affaires, » dit-il doucement. Léa leva les yeux surprise. « Quoi, toi et ton frère, vous venez tous les deux avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu veux dire à ta maison? » Il hocha la tête. « Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » Elle hésita partagée entre espoir et incrédulité.
Les gens ne font pas ça, murmura-t-elle. Moi non plus, je pensais pareil, dit-il. Changeons ça. Le trajet de retour se fit dans le silence, excepté le bourdonnement de la ville qui s'éloignait derrière eux. Léa était assise sur le siège arrière, serrant Evan contre elle, les yeux fixés sur la skyline de Paris. Charles la regarda dans le rétroviseur intérieur. Pour la première fois depuis des années, il ne vit pas une étrangère dans le reflet. Il vit une seconde chance. À leur arrivée, Léa porta son frère dans la chambre d'amis, le déposant doucement sur le lit. Elle se tourna vers Charles, incertaine de quoi dire. Il lui tendit une couverture, et pendant un bref instant, leurs yeux se croisèrent les siens, emplis de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer, les siens emplis de gratitude qu'elle ne pouvait encore exprimer. « Bonne nuit, Léa, » dit-il. « Bonne nuit, Monsieur Duval. » En descendant le couloir, il passa de nouveau devant la photographie de Sophie. Pour la première fois depuis sa mort, il ne détourna pas le regard. Le silence de la maison ne semblait plus vide. Il semblait écouter, attendre. Dans cette quiétude, Charles comprit que ce n'était pas un hasard. Le destin avait amené une fille brisée et un homme en deuil à la même porte, non pas pour sauver leurs passés respectifs, mais pour offrir à tous deux un futur. La première semaine dans le hôtel particulier de Duval fut silencieuse presque anormalement. Charles n'était pas habitué au son des rires résonnants dans sa maison, ni à aucun son qui ne fût mécanique ou délibéré. Maintenant, il y avait de petits pas courants dans le couloir, le léger bourdonnement d'une berceuse venant de la chambre d'amis et parfois des rires doux qui faisaient échanger des regards au personnel, comme pour confirmer que c'était réel. Léa et Evan avaient changé l'air de la maison. Et bien que Charles ne l'admette pas à haute voix, il le ressentait aussi chaque matin commençait de la même manière. Charles descendait s'attendant au silence pour découvrir Léa déjà réveillée, équilibrée sur un tabouret, essayant de verser des céréales pour son frère. Elle le saluait toujours de la même façon joyeuse, sans prétention, comme si elle appartenait à cet endroit. « Bonjour, Monsieur Duval. Je n'ai pas renversé cette fois. » Il souriait malgré lui. C'était un progrès. Evan babillait quelque chose d'inintelligible, le visage barbouillé de lait. Et Léa riait d'un rire qui faisait vivre même les espaces les plus froids. Charles commença à passer plus de temps dans la cuisine en partie parce qu'il ne voulait pas admettre combien il aimait les observer. Il se surprit à apprendre des choses qui ne l'intéressaient jamais auparavant. Comment griller du pain sans le brûler? Comment préparer le chocolat chaud, comme Léa l'aimait, avec des marshmallows en plus, parce que ça rend heureux. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle prenne le contrôle de la maison à sa manière. Le majordome qui dirigeait autrefois la maison comme un musée silencieux prenait désormais les instructions d'une petite fille de 9 ans qui insistait pour que la table du dîner ait des fleurs. « Comme ça, c'est moins solitaire », disait-elle en arrangeant les marguerites sauvages qu'elle avait trouvées près de la grille. Charles se surprit souvent à l'observer la façon dont elle fredonnait en pliant les serviettes, la façon dont elle réconfortait son frère quand il pleurait. Elle avait une stabilité que la plupart des adultes n'avaient pas un courage, et non pas de l'innocence, mais du fait d'avoir survécu trop tôt à trop de choses. Il l'admirait pour cela et cela le terrifiait. Un après-midi, il la trouva assise près du bassin décoratif, esquissant sur un carnet. Il s'assit à côté d'elle, silencieux. « Que dessines-tu » demanda-t-il. Elle retourna le carnet. C'était le dessin d'une grande maison avec 3 bonshommes, un grand, un petit, un minuscule. « Nous » dit-elle en souriant timidement. « Toi, moi et Evan. » Charles contempla le dessin longuement. « Quelle promotion » dit-il doucement. « Je ne savais pas que je faisais partie de la famille. » Léa haussa les épaules. « Tu nous as laissé rester. Ça veut dire que tu tiens à nous. » Il voulait lui dire que ce n'était pas si simple, que la gentillesse ne faisait pas automatiquement de quelqu'un un membre de la famille. Mais en la regardant, il réalisa qu'elle avait raison. La famille n'était pas une question de sang. C'était une question de ceux qui se présentent quand personne d'autre ne le fait.
Ce soir-là, en lisant les nouvelles dans son bureau, Charles tomba sur un article qui lui serra l'estomac. Un journaliste avait écrit à propos de lui, milliardaire reclus hébergeant des enfants sans abri. Des photos avaient été prises à travers le portail. Son équipe de relations publiques appela quelques heures plus tard, insistant pour qu'il gère la situation avant qu'elle ne tourne au scandale. « Ce n'est pas bon pour votre image », avertit son assistant. « Il faudra faire une déclaration. Détachez-vous de cette histoire. » Pendant un instant, l'ancien Charles, obsédé par le contrôle, refit surface. Il réfléchit à ce qu'il dirait à la façon de créer le récit parfait. Mais lorsqu'il se retourna et vit Léa endormie sur le canapé avec Evan blotti contre elle, sa colère s'évanouit. Ils avaient l'air paisibles en sécurité. Pour une fois, il se moquait de l'image. Il se souciait d'eux. Le lendemain matin, tandis que son équipe attendait des instructions, Charles se contenta de dire « pas de commentaires ». Au lieu de cela, il emmena Léa et Evan au jardin du Luxembourg, surplombant la Seine. Les yeux de Léa s'écarquillèrent devant le manège, son rire s'élevant au-dessus des cris des mouettes. Evan applaudit chaque cheval qui passait. Charles n'avait pas mis les pieds dans ce parc depuis les funérailles de Sophie. Maintenant, en regardant Léa tourner sous les rayons du soleil, quelque chose en lui s'apaisa. Les souvenirs ne faisaient plus si mal. Ils semblaient plus doux, comme s'ils étaient enfin réécrits. De retour à la maison, Léa trouva une vieille boîte en bois sur une étagère. Elle tourna la clé, et une musique lente et envoûtante se mit à jouer, faisant figer Charles. La boîte à musique de Sophie. Il ne l'avait pas touchée depuis une décennie. Léa ne remarqua pas son expression au début. Elle se balançait au rythme de la musique souriant. « C'est beau », murmura-t-elle. Charles s'assit à côté d'elle, la voix basse. « Elle appartenait à ma fille. »« Je sais », dit-elle doucement. « Elle te manque. » Il hocha la tête, incapable de parler. Léa posa sa petite main chaude contre la sienne. « Peut-être qu'elle nous a envoyés vers toi pour que tu ne sois plus seule. » Des larmes brûlaient au coin de ses yeux. Il serra doucement sa main. « Peut-être. » Cette nuit-là, il se tint près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Pendant des années, il avait cru que son cœur était une pièce verrouillée. Mais Léa était entrée sans invitation et avait ouvert toutes les fenêtres. Il pouvait respirer à nouveau. Les jours suivants furent plus légers. Ils firent des cookies à moitié brûlés, nourrirent les poissons du bassin décoratif avec des noms comme Pancake et Marshmallow, et transformèrent la maison jadis un sanctuaire en un lieu vivant. Charles commença à annuler des réunions juste pour être à la maison au dîner. Le cours de la bourse pouvait attendre. Le rire ne pouvait pas. Mais cette paix ne durerait pas. Un matin, une voiture noire se gara devant le portail. Ces membres du conseil étaient venus à l'improviste, le visage fermé, chargé de jugement. « Nous devons parler », dit l'un d'eux. « La situation s'aggrave. » Léa, regardant depuis l'escalier, sentit la tension. Elle ne comprenait pas les mots, mais reconnut le ton de mauvaise nouvelle approchait. Charles resta ferme, bien que son cœur battait la chamade. Il avait passé sa vie à se battre pour le pouvoir, mais c'était la première fois qu'il se battait pour l'amour. Lorsque les hommes Liette partirent, il se tourna vers l'escalier. Léa avait disparu. Dans le silence qui suivit, Charles réalisa qu'il venait d'entrer dans un autre type de bataille, qui testerait non son empire mais son âme. L'appel survint juste après le lever du soleil. Charles était dans la cuisine, versant le chocolat chaud préféré de Léa dans 2 mugs, quand son téléphone vibra avec une urgence qui ne présageait que des ennuis. La réunion d'urgence du conseil avait été avancée, et cette fois, ils n'étaient pas seulement venus poser des questions, ils étaient prêts à agir. Lorsqu'il arriva à la Tour du Val en centre-ville, chaque visage autour de la table avait l'air grave. Des titres imprimés étaient éparpillés sur le tableau en acajou poli. Le milliardaire reclus adopte des enfants des rues. La conduite imprudente du PDG inquiète les investisseurs.
Son directeur financier prit la parole en premier. « Charles, nous avons essayé de gérer cela discrètement, mais la situation nuit à l'entreprise. Nos partenaires posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. » Il ne dit rien, fixant les photos sur la table, lui marchant dans le parc, avec Léa et Evan sa main dans la sienne. L'image fit la une de tous les journaux de la ville. Il semblait être une famille, et apparemment cela était mauvais pour les affaires. Une autre voix s'éleva plus tranchante cette fois. « Vous êtes une personnalité publique, Charles, un symbole de précision, de contrôle, de professionnalisme. Vous ne pouvez pas vous montrer en train de jouer les pères avec des enfants ramassés dans la rue. » Il parla enfin d'une voix basse et posée. « Ce ne sont pas des étrangers. » La salle se figea. Le président du conseil se racla la gorge. « Vous avez une responsabilité envers vos actionnaires. Nous vous demandons de faire une déclaration publique clarifiant votre relation avec ces enfants et d'organiser leur placement auprès de tuteurs appropriés. » Tuteurs appropriés. Ces mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Il regarda autour de la table, réalisant à quel point ces hommes étaient creux, à quel point ils sonnaient petits, à parler d'image et de contrôle, alors que 2 enfants l'attendaient chez lui affamés pour le petit déjeuner. « Je ne le ferai pas, dit-il. « Vous ne nous laissez pas le choix, répondit le président. Si vous ne pouvez pas séparer votre vie personnelle de l'entreprise, nous devrons vous séparer de l'entreprise. » Charles ne broncha pas. « Alors faites ce que vous devez faire. » Quand il rentra chez lui, la lumière du matin était devenue dure. Léa était-elle assise sur les marches de la terrasse Evan, sur ses genoux lui donnant des biscuits. Elle leva les yeux quand elle entendit la portière claquer, cherchant des indices sur son visage. « Tu as l'air fâché, » dit-elle doucement. Il força un sourire. « Juste une longue réunion. » Elle hocha la tête, mais il savait qu'elle ne le croyait pas. Les enfants ont cette façon de sentir la vérité cachée derrière le silence. Cette nuit-là, après avoir couché, Evan Charles s'assit seul dans son bureau. Des piles de documents couvraient le bureau, brouillon juridique. Correspondances et contrats, tous désormais sans importance. Il prit un stylo, essaya de se concentrer, mais ses pensées revenaient toujours à sa voix. « Tu nous as laissé rester. Ça veut dire que tu tiens à nous. » Et c'était vrai. Il tenait à elle plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé, plus qu'il ne s'était jamais autorisé à le faire, et cela le terrifiait. Quand le téléphone sonna à nouveau, ce n'était pas le conseil, c'était son avocat. « Charles, » dit l'homme prudemment, « ils vont voter votre révocation demain. La majorité est déjà acquise. » Charles ferma les yeux. « Merci. » Il ne dit rien à Léa ce soir-là. Il ne pouvait pas. Elle était assise sur le tapis avec Evan lui apprenant à empiler des blocs de bois. Elle leva les yeux et lui sourit totalement inconsciente que tout allait basculer. Un instant, il se demanda ce que Sophie aurait pensé si elle avait vécu. Aurait-elle ri de la même manière avec ce mélange d'innocence et d'obstination qui rendait chaque pièce sombre plus lumineuse? Il se coucha tard, mais le sommeil ne vint jamais. À l'aube, il entendit de petits pas dans le couloir. Quand il ouvrit la porte, Léa se tenait là les yeux rouges, tenant son petit sac à dos. « Où vas-tu » demanda-t-il. Elle hésita. « Je t'ai entendu au téléphone hier soir. » Son cœur se serra. « Léa, il te retire ton travail à cause de nous, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne veux pas que tu aies des ennuis. On peut retourner chez Madame Dubois. On s'en sortira. » Il s'approcha. « Tu crois que c'est une question d'ennui ?» Les larmes montèrent dans ses yeux. « Tu as tout, je ne veux pas te faire perdre ça. » Charles s'agenouilla, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Tu n'as rien gâché. Tu m'as rappelé ce qui compte. J'ai passé ma vie à construire des murs pour tenir le monde à distance. Et puis, tu es arrivé, et soudain, j'ai recommencé à ressentir. » Elle secoua la tête. « Tu ne devrais pas tout perdre à cause de moi. » Il sourit tristement. « Léa, je ne perds rien. Je choisis enfin quelque chose. » Elle le regarda confuse. « Toi et Evan, vous n'êtes pas de la charité.
Vous êtes une famille, et je ne laisserai personne me l'enlever. » Pour la première fois, il la vit pleurer. Pas les larmes calmes et contenues de la survie, mais les vraies celles d'une enfant qui se sent enfin assez en sécurité pour s'effondrer. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui jusqu'à ce que les sanglots cessent. Plus tard dans la matinée, il entra dans la salle du conseil non pas en PDG mais en homme en paix avec sa décision. Ils le dépouillèrent de son titre avant midi. Des caméras attendaient à l'extérieur des micros pointés vers lui, des flashs dans son visage. Mais il ne dit rien. Il n'avait rien à expliquer au monde. Quand il rentra chez lui, cet après-midi-là, la maison était à nouveau silencieuse. Il trouva Léa et Evan dans le jardin, assis près du bassin décoratif. Léa leva les yeux nerveuse. « Ils t'ont renvoyé. » Il sourit s'agenouillant à côté d'elle. « Oui. Tu es fâché. » Il secoua la tête. « Non, je suis libre. » Elle ne comprit pas tout à fait, mais elle sourit quand même, et c'était suffisant. Alors que le soleil descendait derrière les collines, Charles sortit de sa veste une feuille de papier pliée. Un document juridique fraîchement signé. Il le posa sur la table devant elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Cela signifie que toi et Eve n'aurez plus jamais à vous inquiéter de devoir partir, » dit-il doucement. « Cela signifie que je suis désormais votre tuteur si vous êtes d'accord. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. Elle se jeta dans ses bras, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Tu l'étais déjà. » Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Charles s'assit près de la fenêtre, tenant les papiers signés, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La paix. L'empire qu'il avait bâti avait peut-être chuté, mais ce qui se tenait à sa place était bien plus fort. Pour la première fois depuis la mort de Sophie, il ne se sentait pas seul. Il se sentait vivant. L'hôtel particulier ne ressemblait plus à une forteresse. Il ressemblait à une maison. L'écho des pas qui rebondissaient autrefois sur le parquet avait été remplacé par le rythme des rires, le tapotement des petits pieds. Ce genre de bruit qui donne un pouls à une maison. Le personnel jadis rigide et mécanique souriait maintenant facilement. Même l'air avait une autre odeur, comme des crayons à la cannelle au soleil. Cela faisait 3 mois que Charles Duval avait quitté son entreprise, les réunions interminables et les victoires creuses derrière lui. Il avait troqué les salles de conseil contre les tables de petit déjeuner, les appels aux investisseurs contre les histoires du soir. Et bien que certaines nuits, il se réveillât encore à 3 heures du matin, par habitude tendant la main vers un téléphone qui ne sonnait plus avec urgence, il regardait le couloir et voyait la lueur douce provenant de la chambre de Léa. Ce rappel, cette preuve silencieuse qu'il n'avait jamais imaginée, suffisait à le laisser se rendormir. Léa avait épanoui au cours de ces mois. La fille timide et réservée qui autrefois mesurait chaque mot remplissait maintenant la maison de questions de rire et de dessins. Son imagination peignait le monde de couleurs que Charles n'avait pas remarqué depuis des années. Elle avait transformé l'aile est autrefois la salle de jeu inutilisée de sa défunte fille Sophie en ce qu'elle appelait l'atelier des merveilles. C'était un espace pour peindre, lire et rêver. Elle avait même placé un petit panneau en bois au-dessus de la porte indiquant « Pas de pensée triste autorisée ». Evan, maintenant trottinant partout, arborait un sourire capable de fondre le cœur le plus dur. Il suivait Charles dans le jardin comme une ombre toujours agrippée à un petit camion, jouait ou à un des biscuits faits maison par Léa. Quand il appela Charles « papa », pour la première fois le mot le frappa comme un éclair soudain brut et beau. Charles fit semblance de rester calme, mais Léa remarqua la façon dont ses yeux brillaient. « Tu vois, taquina-t-elle doucement, il a déjà décidé que vous êtes sa famille. » Charles Tullier sourit. « Alors je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière. » Pourtant même dans la paix de leur nouvelle vie, il y avait des moments qui portaient le poids de vieilles blessures. Charles se tenait parfois près de la fenêtre, au crépuscule, contemplant la skyline de Paris, où la tour Duval s'élevait comme un fantôme de son passé.
Il se demandait ce que faisait le Conseil sans lui, si l'empire qu'il avait bâti prospérait encore ou s'effondrait. Mais chaque fois que la voix de Léa se faisait entendre, lisant à haute voix ou l'appelant depuis le jardin, il revenait au présent. Un matin d'automne frais, Léa courut dans son bureau, agitant un journal. « Monsieur Duval, regardez », dit-elle à bout de souffle, bien qu'elle l'appelât rarement ainsi désormais. « C'est à propos de vous. » Il prit le journal, s'attendant à plus de potins. Mais cette fois, c'était différent. Le titre disait « L'ancien PDG Charles Duval lance la Fondation pour la jeunesse sans abri ». En dessous, une photo de lui, Léa et Evan, lors d'une cérémonie d'inauguration d'un petit centre communautaire la veille. Il n'avait pas réalisé que la presse y avait été présente. Léa sourit. « Tu es célèbre à nouveau, mais cette fois pour une bonne raison. » Il sourit faiblement. « Tu crois ?» Elle hocha la tête. « Tu n'as pas seulement bâti une entreprise. Tu construis quelque chose qui aide des enfants comme moi. C'est plus grand. » Ces mots portaient la sagesse simple qui l'avait guidée à travers chaque décision difficile depuis le jour où elle avait frappé à sa porte. Il avait créé la Fondation Duval discrètement, avec un objectif clair donné aux enfants sans abri une chance de trouver sécurité, éducation et appartenance. Cela avait commencé petit avec un refuge rénové, puis 2, mais cela croissait rapidement. Il avait investi sa propre fortune sans hésitation. Il avait autrefois construit des tours de verre et d'acier. Maintenant, il construisait des futurs. Cet hiver-là, Léa recommença à aller à l'école. Le premier jour, elle portait une robe bleue et de nouvelles chaussures qui grinçaient sur le sol poli. Charles attendit dehors dans la voiture plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, la regardant traverser les grilles, son petit corps englouti dans une mer d'enfants. Pour la première fois, elle ressemblait à n'importe quel autre enfant en sécurité, confiante, libre. C'était la vue dont il ne savait pas qu'il avait besoin de voir. Quand elle rentra cet après-midi-là, elle jeta son sac à dos sur le canapé et s'exclama « Devine quoi, papa, je me suis inscrite au club d'art. » Le mot « papa » le stupéfia encore à chaque fois. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit-il, faisant semblant de ne pas étouffer sous l'émotion. Elle sourit tenant un flyer. Ils organisent un concours. Le thème est ce que signifie ma maison pour toi. Puis-je peindre quelque chose d'ici? Bien sûr, dit-il, c'est ta maison. Une semaine plus tard, elle présenta son œuvre achevée. Elle montrait le jardin de l'hôtel particulier sous un ciel doré des marguerites épanouies près du bassin et 3 figures se tenant par la main. En haut de son écriture soignée, elle avait inscrit « Une maison faite de seconde chance ». Charles la contempla longuement avant de parler. « C'est magnifique, Léa. »« C'est vrai, » dit-elle simplement. « Tu nous en as donné une, et tu t'en es donné une aussi. » Le tableau remporta le premier prix. L'école demanda la permission de l'exposer dans le couloir principal. Et Charles, qui autrefois mesurait son succès par les graphiques boursiers et les marges bénéficiaires, réalisa qu'aucune récompense qu'il ait jamais reçue ne valait ce qu'il ressentait ce jour-là. Les années passèrent calmement, doucement. Léa devint une jeune femme brillante, avec un feu dans son esprit et une bonté qui reflétait celle de ses filles disparues. Evan devint un garçon curieux, passionné de science, passant des heures près du bassin décoratif à griffonner des inventions dans son carnet. Les cheveux de Charles devinrent argentés. Ses pas ralentirent, mais son cœur autrefois, un coffre-fort fermé, resta plein. Il trouva un sens à mentorer d'autres jeunes à la Fondation, leur enseignant l'éthique professionnelle, la responsabilité et la compassion. Léa l'accompagnait souvent à ces événements, parlant avec confiance du pouvoir de la gentillesse et de l'importance des secondes chances. Un soir, ils se tinrent ensemble sur la terrasse, regardant le coucher du soleil sur la ville. La skyline brillait au loin, la même skyline qui autrefois symbolisait tout ce qu'ils croyaient désirer. « Tu sais, » dit Léa en posant son menton sur sa main. « Je pensais que le monde était divisé entre ceux qui avaient tout et ceux qui n'avaient rien. Mais ce n'est pas le cas. Certaines personnes oublient simplement
simplement ce qu'elle possède déjà. Il se tourna vers elle avec un doux sourire. « Et moi, qu'ai-je » Elle le regarda, ses yeux doux mais fermes. « Tu nous as. » Le vent fit bruisser les marguerites dans le jardin, en contrebas les mêmes marguerites qu'elle avait plantées des années auparavant lors de son arrivée. Elles s'étaient multipliées, recouvrant la terre d'ondes blanches et dorées. Charles sentit le poids de ces mots s'installer dans son cœur comme une vérité tangible. « Oui, » dit-il doucement, « je l'ai. » Lorsqu'il s'éteignit paisiblement 5 ans plus tard, la Fondation Duval s'était étendue à 12 villes. Lors de son hommage, Léa parla devant une salle comble, sa voix claire et forte. Il disait « Le monde mesure le succès par ce que vous possédez. Mais il m'a appris que le vrai succès se mesure à ce que l'on donne et aux portes que l'on ne ferme jamais. » Dehors, les drapeaux de la Fondation flottaient dans le vent, chacun portant le même motto devenu son héritage, une maison faite de seconde chance. Et quelque part dans le silence qui suivit, il était facile de croire que Charles Duval, l'homme qui avait vécu dans le silence, souriait. Lorsque l'histoire de Charles Duval se boucle, il ne s'agit pas seulement d'un milliardaire et de 2 enfants. Il s'agit de redécouvrir ce qui compte vraiment. Un homme qui mesurait autrefois sa vie en profit et performance, etc., trouva la rédemption dans le plus petit acte de compassion, ouvrant sa porte lors d'une nuit de tempête. Léa, la petite fille venue simplement demander du lait, lui donna quelque chose de bien plus puissant, un but. Et Evan, avec son sourire innocent, lui rappela que l'amour n'a pas besoin d'être gagné. Il suffit de le donner. À travers leur parcours, nous avons vu comment la richesse peut ériger des murs, mais la gentillesse peut les abattre. Nous avons vu un hôtel particulier devenir une maison, le chagrin se transformer en gratitude, et la solitude céder la place au rire. Charles n'a pas seulement sauvé 2 enfants de la faim, il s'est sauvé lui-même du vide. Son histoire nous rappelle que parfois, la vie ne change pas par de grands gestes ou des miracles. Elle change par un simple acte d'humanité, par le courage de prendre soin quand personne d'autre ne le fera. La leçon est profonde, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez perdu, il y a toujours une porte que vous pouvez ouvrir pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, dans un monde qui célèbre souvent le succès. Et la rapidité, cette histoire murmure une vérité plus calme. Notre plus grand héritage n'est pas ce que nous construisons, mais ce que nous élevons en chemin. La compassion que nous offrons aujourd'hui pourrait être la bouée de sauvetage à laquelle quelqu'un s'accroche demain. Alors peut-être que la prochaine fois que quelqu'un frappera littéralement ou figurativement, vous vous arrêterez avant de le repousser. Vous ne savez jamais à quel point vous pourriez changer la vie de quelqu'un ou transformer la vôtre en retour.